Bonsoir à tous, bonsoir à tous. 15e rendez-vous du bistrot des LOSC, donc l'émission des supporters du LOSC, produite par les Dogs du Net et Adèle LOSC, qui évoque chaque semaine l'actualité du club. Cette semaine, riche actualité. Donc, en première partie, nous évoquerons dans la rubrique Qu'est-ce que c'est que ce match? Le match Lille-Bordeaux, une victoire précieuse pour la suite du championnat. En deuxième partie, nous reviendrons sur l'Europa League. Après une poule qui finit en queue de poisson, le LOSC est à la pêche au gros et vient justement de récupérer l'Ajax d'Amsterdam. Et en troisième partie, donc, on reviendra sur la Ligue 1, le LOSC en leader pour la dernière ligne droite avant Noël. Pour évoquer cette actualité, nous avons, comme chaque semaine, des supporters internautes, le rendez-vous des piliers du bistrot, avec tout d'abord un retour, Georges, notre supporter du Dunkerquois. Bonsoir Georges. C'est ça. Ave à tous. Nous avons un deuxième retour après une semaine d'absence, Patrice. Patrice, bonsoir. Salut tout le monde. Et nous avons des piliers, ils sont toujours là depuis plusieurs semaines. Donc Julien, des Dogs de Paris. Bonsoir. Moi, je n'ai pas oublié par rapport à la semaine dernière. Julien des Dogs de Paris, voilà. Exactement. Bonsoir Julien. Et le Benjamin d'entre nous, donc Baptiste, qui s'occupe de la page Breaking Dogs, ça? C'est ça. Bonsoir Baptiste. Et il a quand même, on peut le dire, un magnifique bonnet de Noël. On peut le dire. Ça annonce des fêtes très très proches. Alors en parlant de fêtes, c'est la fête des dirigeants du LOSC cette semaine. C'est vrai qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, le bistrot voulait revenir finalement sur un sujet qui fait la une de l'actualité. Les informations qui ont été publiées par l'équipe et reprises par toute la presse nationale et régionale ce jour sur les relations entre Gérard Lopez et Elliott Management, donc, qui est le principal bailleur de fonds du club. Donc, très rapidement, avant de vous passer la parole, Elliott Management a prêté de l'argent aux structures financières menées par Gérard Lopez pour reprendre le club. On parle de 130 à 140 millions d'euros. Et la presse, aujourd'hui, fait état d'une volonté d'Elliott Management de reprendre finalement la main soit sur le capital qu'il a prêté, soit sur la direction du club, comme il l'a déjà fait sur d'autres sites comme le Milan AC. Donc ce sont des nouvelles qui sont... Alors, on annonce même un repreneur basé en Hollande et un projet qui serait mené par Olivier Létang, qui est un ancien dirigeant de plusieurs clubs français, Rennes, Reims. Donc voilà, est-ce une information inquiétante ? Est-ce une nouvelle information juridico-politique qui sort à quelques jours d'un match contre le Paris Saint-Germain, donc qui profite d'une fenêtre médiatique qui expose le LOSC? Julien, tu as quelque chose à dire sur ce sujet? Oui, je pense que tu l'as bien dit. La question qu'on peut se poser, alors que l'info est sortie il y a 2 heures, c'est quelle est la pertinence de cette info? Comment nous, supporters, aujourd'hui, on doit l'évaluer? Alors, j'aurais un raisonnement en 2 temps. C'est d'abord se demander quelle est la situation financière réelle du LOSC aujourd'hui. Au Mercato, cette année, on a été très rassurés en vendant Osimhen et Gabriel pour un total évoqué de à peu près 100 millions d'euros. Et la question qu'on peut se poser en cette période de crise, c'est quelle est la réalité des paiements de ces transferts? En effet, la Gazzetta dello Sport a annoncé fin novembre que les joueurs de Naples n'avaient pas été payés depuis le début de l'année. Donc, si les joueurs de Naples ne sont pas payés, on peut en déduire que les traites ne sont pas payées non plus et que donc le transfert d'Osimhen est peut-être pas payé. En tout cas, que la partie qui devait être payée là, cette année, est peut-être pas payée. Ça peut être un problème. Ensuite, il y a toute cette question autour des droits télé. À date, on n'a que des doutes et aucune certitude sur les montants de droits télé qui vont être touchés par les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 suite au retrait de Mediapro. Ce qu'on sait, c'est que Lille, l'an dernier, les droits télé, c'est à peu près 40 millions sur un total de revenus de 60 millions. Là, on parle hors transfert. Donc, 2/3 des revenus du LOSC, ce sont des droits télé. Et on ne sait pas réellement de combien ils vont être. On voit bien que Canal, aujourd'hui, temporise, rentre pas encore dans la danse pour payer le moins cher possible les droits. Donc, encore une fois, il y a des doutes sur les finances du club cette année.
Je vous rappelle qu'au mois de mai, il y a eu un prêt garanti par l'État de 225 millions accordé à la Ligue de football professionnel, qui ont été après reversés au club. C'est un prêt. Donc certes, la fin d'année, la fin de saison l'an dernier, s'est passé normalement parce que les clubs ont touché de l'argent, mais c'est de l'argent qui va devoir être remboursé sous 4 ans. Donc tout ça me fait dire que le LOSC, comme tous les clubs de Ligue 1, est dans une situation financière très complexe. Après, l'information que nous donne Dominique Guetti aujourd'hui dans l'équipe, c'est que cet endettement, et cet endettement que possède aujourd'hui Elliott Management, serait de 130 millions d'euros. Ça, c'est une info que nous, on n'a pas. On y croit, on n'y croit pas. Nous, il nous dit que c'est ça. Et c'est vrai que sur les différents articles qu'on a lus depuis quelques années, on a vu qu'en gros, l'enveloppe d'endettement de Lopez était supérieure à 200 millions d'euros. Donc là, il en resterait encore 130 millions d'euros. Si c'est le cas, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Elliott Management est capable de telles pratiques, c'est-à-dire débarquer un Lopez, le virer et mettre un autre dirigeant à sa place? D'abord, Elliott Management, c'est qui? C'est pas une banque. C'est un fonds vautour. Un fonds vautour, c'est quoi? C'est un fonds qui est actif dans les affaires. C'est un fonds d'investissement qui est là pour intervenir dans les entreprises et pour les fracasser, pour en retirer tout le jus qui en sortir. Je vous donne un exemple que tout le monde connaît. Pernod Ricard, numéro 2 mondial des spiritueux. Une très belle boîte qu'on connaît tous, surtout Bistrot d'aller le LOSC. On porte pas ce nom pour rien quand même. Une boîte familiale. Tout va bien chez Pernod. Elliott prend 2,5% du capital en 2018. Ça lui donne des droits. Et en conséquence, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Ils ont menacé les dirigeants. Ils ont demandé des niveaux de marge plus élevés parce qu'ils ont estimé que sur une activité comme ça dans les spiritueux, ça devait générer plus de marge et plus de bénéfices. Et donc derrière, licenciement et départ de dirigeants de la boîte. Donc on est face à un fonds vautour, on est face à des gens qui sont des experts de la finance à des niveaux qui sont quasiment les plus hauts au monde, puisque depuis 40 ans, Elliott Management génère 13% de rendement tous les ans. Là où on sait que ces fonds, quand ils génèrent 7 ou 8%, c'est déjà énorme. Et bien eux, ils sont à 13%. Donc, moi, ma conclusion par rapport à cette info, c'est que dans ce contexte économique qui est très incertain, le LOSC et son principal actionnaire, Gérard Lopez, est peut-être en grande difficulté financière. Et peut-être plus que ce qu'on a imaginé, parce que ça fait quelques semaines, quelques mois qu'on est un peu endormi par les résultats sportifs qui sont très bons. Et si c'est le cas, si vraiment il y a 130 millions de dettes et que c'est Elliott Management qui possède cette dette, je pense qu'en effet, ils sont complètement capables de débarquer Gérard Lopez et de mettre un autre dirigeant. Surtout que 130 millions d'euros, ce n'est pas des cacahuètes pour eux. C'est un fonds qui est à peu près de 35 milliards d'euros. Ça fait quand même 0,5%, 130 millions. Donc, c'est pas rien. C'est pas vrai de dire ils sont très riches. Non, c'est pas rien. 0,5%, c'est beaucoup. Et donc, ils doivent protéger cet actif-là. Et je pense qu'ils sont capables d'aller au bout. Après, et on en parlait tout à l'heure, François, et tu avais raison, quelles sont les certitudes d'un journaliste de l'équipe sur les relations d'Elliott et de Gérard Lopez? Qui d'autre qu'Elliott et Gérard Lopez peut le savoir? Et on sait très bien que ce n'est pas Gérard Lopez qui en parle. Donc, c'est difficile d'imaginer que les journalistes aient des infos très précises sur ces sujets-là. Merci Julien. Alors je crois que tu as effrayé tout le monde. Ça va, pour l'instant tout le monde ne s'est pas encore jeté par la fenêtre. J'ai oublié tout à l'heure, et je m'en excuse, de présenter Arnaud qui réalise l'émission et qui notamment surveille les commentaires et les remarques des internautes. N'hésitez pas à réagir sur le sujet, sur le compte Twitch de l'émission ou sur le compte Facebook d'Aller le LOSC. Alors avant de passer la parole aux autres, moi je voulais juste rebondir finalement sur cet effet d'annonce et scénario catastrophe qui est mis en avant par la presse. Alors nous, on n'a pas d'informations complémentaires, on le dit, on le répète, on essaie juste de remettre en perspective cette information qui est apparue aujourd'hui. Quand on lit les journaux et certains articles, on annonce le départ de Lopez. Alors il y a 15 jours, on craignait le départ de Campos, et là on se retrouve avec plus de Lopez, plus de Campos, plus d'Ingla, plus de Galtier.
c'est un scénario où il n'y a plus de club, quoi, finalement, avec des repreneurs qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam, alors qu'il y a d'autres versions qu'on entend aussi. Est-ce que Olivier Le Tank, qui est annoncé comme repreneur, ne serait pas là pour remplacer Marc Inglas, seconder Gérard Lopez pour être beaucoup plus... Aujourd'hui, on n'a aucune information. Simplement, on s'étonne toujours d'avoir ce type de nouvelles dans la presse, et notamment dans l'équipe. Alors, juste au moment des gros matchs du club. Et moi, ça me pose question. Dans un article de France Bleu, on lisait par exemple que les salariés du club avaient repéré des êtres qui se promenaient à Luchin, qu'on ne connaissait pas, et qu'apparemment ce seraient des gens d'Elliott Management. Ceci dit, je vous rappelle que demain, le LOSC passe devant la DNCG, et moi, ça me choque pas du tout de voir les gens d'Elliott Management qui viennent faire des réunions la veille du passage à la DNCG avec Gérard Lopez. Ça me trouble pas du tout. Ça me paraît même au contraire logique et sain. Donc, est-ce que Elliott Management est en capacité de tout casser un jouet qui fonctionne merveilleusement bien, qui certes leur a fait avancer des sommes de 130 millions d'euros qui ne sont pas négligeables, même si c'est peu par rapport au capital géré par le fonds. Est-ce que Elliott Management est en capacité de mettre une équipe, un autre projet? Est-ce que c'est leur volonté? J'en sais strictement rien. Et vous, Georges, je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole sur ce sujet. Georges, je te vois dubitatif et je sais que tu aimes bien parler d'argent dans le football. Ouais, non. Non, enfin, j'écoute ça. Moi, ce qui m'interroge beaucoup, en effet, je viens d'entendre, j'espère que le prochain sponsor du LOSC sera Prozac, mais en attendant, c'est vrai que je ne sais pas, Dominguetti, c'est quelqu'un qui a des infos parfois un petit peu contrastées. Enfin, je veux dire, dès qu'il y a une mauvaise nouvelle à annoncer, il se fait un plaisir. Mais je sais que des fois, il est passé un petit peu à côté, parce que si toutes ces infos étaient avérées, je pense que ça fait longtemps que le club sera en cessation d'activité. Il n'empêche que... en effet, on est dans un contexte un petit peu particulier. Je pense que entre la saison dernière qui ne s'est pas terminée, le nouveau fournisseur, Mediasport, qui rompt ses engagements, peut-être aussi simplement, c'est une question que je me pose, je ne sais pas du tout, qu'Elliott vient un petit peu voir ce qu'il en est de ses billes, quelles sont les garanties, sachant que on est quand même dans une période plus qu'instable pour le football français en général. Donc, mais comme disait bien Julien, je pense qu'aujourd'hui, à moins de percer les alcôves, je ne vois pas comment Dominguetti a pu savoir. Actuellement, il y a sûrement des choses qui doivent se décider entre Elliott et Lopez. Je ne doute pas qu'il y ait des choses un petit peu complexes, mais et après, la question est de savoir si au-delà de Lopez, le projet se poursuivra, ou alors est-ce qu'on sera à l'idée, parce que aujourd'hui, j'ai l'impression que la seule grosse source garantie financière, et encore, j'allais dire, c'est le prix de certains prix potentiel de certains joueurs, mais on sait qu'on est quand même dans un contexte où les gros recrutements vont peut-être plus être d'actu ces temps-ci. J'ai du mal à imaginer que des joueurs vont encore partir pour des sommes astronomiques au vu du contexte, et notamment des gros clubs qui ont aussi pris de plein fouet qui ont pris en pleine figure toute cette période un peu délicate. Donc, je ne sais pas, mais en effet, je ne suis pas extrêmement rassuré, quoi. Voilà. Patrice, tu veux rajouter quelque chose? Oui, mais enfin, quelque part, j'ai bien entendu tout ce que vous me dites. Moi, j'essaie de me placer à la place d'un entrepreneur. Je sais un petit peu comment fonctionnent la plupart des entreprises, même si j'ai jamais travaillé dans une entreprise de football. Même si ces investisseurs sont un petit peu vautours, comme le disait Julien, à juste titre, malgré tout, un investisseur, ce qu'il veut, c'est doubler la mise, c'est faire du fric. Et à partir de ce moment-là, j'en ai vu virer des gars, mais alors déjà à la une, c'est Lopez qui a signé. Donc déjà, il faut qu'il soit en capacité de le virer, en capacité juridique de virer, de remplacer Lopez.
J'en suis pas sûr. Vous le savez, vous? Moi, je pense, je peux répondre, Patrice. Moi, je pense que oui, parce que c'est pas une banque. Donc, ça veut dire qu'ils ont pris quelque part des parts dans une des boîtes, dans toute la structure de Lopez. Ils ont pris des parts et il y a un pacte d'actionnaires de 200 pages, comme ça se passe toujours dans ces cas-là. Ouais, et ouais, donc, dans ce pacte d'actionnaires, il y a des clauses, qui sont défavorables, aux mecs à qui on a donné cet argent. On ne les a pas lus. Non, on les a pas lus, mais c'est comme ça que ça se passe. Les ai. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Oui, c'est comme ça que ça se passe, mais moi, je n'ai pas l'assurance qu'ils aient la capacité de le débarquer. On n'en a pas l'assurance, je pense pas. Deuxièmement, à un moment donné, quand tu es investisseur dans une boîte, tu vires un mec qui fait un travail pourri. C'est-à-dire que là, au niveau comment dire, de la mise en avant des actifs du LOSC, Lopez se débrouille, mais comme un chef. Alors, j'entendais tout à l'heure tes arguments, Julien, éventuellement remplacer Lopez parce que le LOSC serait dans une situation financière à cause du Covid, à cause de Mediapro, à cause de machin, mais s'il le remplace demain par un autre, le LOSC sera exactement dans la même situation financière à cause de Mediapro s'il ne paye pas, à cause du Covid ou à cause de machin, ça ne changera strictement rien à l'affaire. Et par contre, ça va complètement déstabiliser le club. Il va falloir repartir à zéro et vraiment 2-0. Et moi, je ne vois absolument pas un investisseur changer une équipe qui gagne. C'est-à-dire, alors, par contre, je ne suis pas en train de dire que je pense que ça n'est pas le cas. Il y a forcément des choses derrière. On a entendu parler de toute manière, il y a des rumeurs, il y a des problèmes, Ingla, Campos, etc., etc. Il y a forcément des choses. Et je pense que quand il y a des choses, après, il y a des gens qui vont gratter. Il y a des journalistes qui vont gratter et qui trouvent des choses vraies ou fausses. Il faut savoir que dans une semaine, on joue Paris. Voilà, je pense que on est premier, on va commencer à parler de nous et on va commencer à sortir des trucs un petit peu bizarres. Mais en tout cas, si jamais les choses s'avéraient comme ça, je serais réellement déçu de la manière dont tout ceci est géré. Et je serais vraiment déçu et des garanties surtout du président et de sa façon de gérer les choses. Mais je suis quand même surpris. Je l'ai vu à la télé il y a 2 jours, il avait l'air quand même très très serein. Alors ça cache peut-être des choses, mais peut-être de la com. Hein, ouais. Il y a deux autres choses que ça m'évoque. Ce que tu viens de dire, c'est que on ne sait pas la réaction d'Elliott Management face aux problèmes de gouvernance, parce que les messages qui sont envoyés avec les problèmes avec Campos, Ingla qui partirait, ce sont des messages très négatifs. Et bien donc, sûr. Elliott qui devient actionnaire majoritaire du club, parce que c'est comme ça la réalité. Si c'est vraiment ça la structuration, peut se poser des questions. Et on ne sait pas quelle a été la feuille de route de Lopez à l'intersaison. C'est ça. On a quand même beaucoup lu qu'il était censé plus vendre. Donc nous, on a trouvé ça formidable parce que Gabriel plus Osimhen égale 100 millions, c'est un record sur le marché même cette année. Tu vois, c'était fou. Mais est-ce qu'ils lui avaient pas demandé 150 ? Est-ce qu'ils espéraient pas que Bamba aussi soit vendu, que Ikoné soit vendu aussi ? On ne sait pas tout ça. Mais les joueurs ont toujours la même valeur et tu peux pas reprocher à un dirigeant de vendre dans un moment, de ne pas vendre au moment où personne n'achète. C'est-à-dire que le marché n'y était pas. Donc à un moment donné, tu mets l'étang à la place, tu mets qui tu veux, tu mets Tartampion. S'il n'y a pas d'acheteur, il n'y a pas d'acheteur. Donc moi, je trouve pas ça super logique. Mais je suis d'accord avec toi. Mais si la feuille de route c'était vends plus et garde Campos, c'est ton principal actif. Il n'est pas au rendez-vous. Alors, on a beaucoup évoqué le sujet. Je suis aussi un peu de l'avis de Patrice, c'est-à-dire que on est un peu décalé par rapport à ces annonces. Je pense qu'on en saura plus assez rapidement. Enfin, quand je dis assez rapidement, c'est dans les semaines qui viennent. Avec déjà la réunion avec Elliott, si elle a lieu ce soir, on aura certainement des conséquences assez rapidement. Demain, il y a la DNCG, donc ça va aussi rentrer dans les échanges. Et puis surtout, à partir du mois de janvier, il y a le Mercato, qui est aussi une deuxième source de financement pour ces fameux millions qui manqueraient à Elliott Management. Alors, je ne sais pas si quelqu'un... Baptiste, tu n'as pas évoqué encore ce sujet. Tu veux rajouter quelque chose ? Non, déjà, juste pour dire qu'il me semble que si jamais
Elliott virerait Gérard Lopez, il remercierait aussi Campos et Mark Inglas, si j'ai bien compris en tout cas. Si je dis truc de faux, n'hésitez pas à me reprendre. Et si jamais Gérard Lopez restait, c'est Elliott qui partirait, et donc il y aurait des fonds hollandais qui viendraient. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris. Après, voilà, la situation, je pense qu'elle est floue pour tout le monde. Je pense que personne aujourd'hui ne sait la Quelque chose, situation. c'est pas tout à fait faux ce que vient de dire Baptiste, puisque Campos est lié à une boîte de Lopez. Il n'est pas lié directement au LOSC, au club. Il est lié à une boîte de Lopez. Voilà. Donc, en A tout cas, ouais, priori. donc, en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Après, voilà, la Et les boîtes de situation, Lopez passent par Hong Kong et les Caïmans. Donc autant vous dire qu'on est en bras Voilà. soulés. Donc c'est pour ça, C'est nébuleux. voilà, il y a une nébuleuse, mais en même temps, j'imagine que Lopez a quand même 2-3 garanties quand il emprunte de l'argent à droite à gauche. J'espère. Sinon, j'espère. je lui souhaite. je- Je lui souhaite. C'est quand même lui qui a acheté le je- club, c'est pas Elliott. Donc voilà. Je pense que les financements effectivement d'Elliott sont pris avec des garanties, que ce soit du côté de Lopez ou du côté d'Elliott, en tout cas des garanties beaucoup plus sérieuses que celles que peut prendre la Ligue de football quand elle contracte les droits télé avec Mediapro. Ça, c'est Arnaud, pas est-ce que, sujet. Ouais. Arnaud, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que les internautes sont réactifs Oui, oui. Au début de l'émission, tout le monde était parti pour prendre sa corde, hein, mais bon. Là, je pense que Julien, il a démoralisé tout le monde au départ, mais bon. Ouais, j'ai Mais après, trouvé, ça a ouais. été. Mais c'est pas ça, c'est vrai qu'après, tout le monde dit pourquoi Lille alors que tout le monde est dans le même cas. Bien sûr, tout C'est le vrai, monde est quand dans on le voit, même cas. même Tout le le monde. PSG, je suis sûr qu'ils doivent pas être bien non plus, hein. Même le PSG, même s'ils ont des millions et des millions, les droits TV, c'est quand même important pour eux, donc il y a ça aussi. Euh, Ah, mais les j'ai Elliott, même vu, ils sont que chez j'ai même nous. vu Hein. que cette semaine. Personne Oui, n'est voilà. bien là. Après, c'est vrai que Ah il y avait un qui était aussi qui intervenait aussi dans notre émission, c'est Erwan qui nous a fait un tweet vraiment spoil qui nous a fait peur, c'est que il avait ressorti un vieux message Article. de Lille est interdit de recrutement qui datait de 2017, et c'est vrai que c'est toujours la même période quasiment. Donc on dirait que c'est fait exprès que juste avant le mois de décembre, ça y est, on sort une revue, enfin un article disant que Lille est interdit de recrutement et Lille ça va mal, et c'est Pareil. bizarre. Mais bon, après c'est quand on voit, c'est une période actuelle qui est totalement indécise, et je pense que tout le monde est dans le même cas. Pour recouper un peu tout ce qu'il y a, tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux, c'est ça. Hein, on est dans le flou complet, et je pense que vous l'avez tous bien dit. Il y a tellement de spéculations possibles et imaginables on ne sait pas quoi penser. On verra bien ce qui va se passer par la suite, mais pour l'instant, c'est le flou. Oui, et d'ailleurs, que va faire la Oui, DNCG voilà. dans cette nébuleuse actuelle pour tous les clubs? C'est-à-dire qu'ils vont interdire tout le monde de recruter parce que peut-être que Mediapro ne paiera pas, donc on va rester dans un statu quo, et dans ce cas, il y aura zéro marché, c'est-à-dire que personne va pouvoir recruter, donc on va se faire piller, puisqu'il y a quand même des pays qui vont pouvoir, qui n'ont pas la même DNCG. Moi, On ne sait pas en fait. Hein. C'était un bon groupe d'Europe. Première chose que je peux suggérer à la DNCG déjà, c'est de mettre sous tutelle la Ligue quand elle choisit un programmateur télé, quoi. C'est une première idée. Mais ce que je voulais dire aussi, peut-être pour être un petit peu rassurant, je pense que c'est pas la première fois que le LOSC de Lopez se retrouve dans une période de turbulence. Et comme vous le dites, en ce moment, c'est plus une période collective. Je me souviens, à la fin de la première saison, l'après Bielsa, il y avait aussi beaucoup d'angoisse parce que les objectifs sportifs n'ayant pas été atteints, il y avait beaucoup de questionnements sur la pérennité du club, et au final, on a vu ça s'est pas si mal passé que ça. Donc est-ce que c'est vrai, moi la question que je me pose, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui ont quand même une grosse valeur marchande, il y a un potentiel là-dessus. Moi limite je m'interroge plus par exemple sur un club comme Marseille où il y a déjà une dette colossale, et en plus j'ai envie de dire la quasi-totalité de leurs joueurs sont invendables parce que ça repose sur des joueurs comme Mandanda, comme Payet qui ont quand même un âge où ils ne peuvent pas espérer en tirer grand-chose, ou un joueur comme Thauvin qui arrive en fin de contrat, quoi. Donc évidemment je crois qu'il y aura de la classe en Ligue 1 de façon globale, mais est-ce que ce sera à Lille qu'on trouvera le plus gros sinistre? J'en suis pas certain, quoi.
Ouais, on peut se poser ces questions. Mais en tout cas, pour moi, si le scénario catastrophe arrive de la part d'Eliott, ça voudra franchement dire, et j'en serais super étonné, que Lopez a quand même super mal joué son coup. Parce qu'il a très très bien mené ses affaires par devers ça, et aussi il a fait du super boulot, et ce serait quand même très étonnant. Et je suis dubitatif. I'm dubitatif. On est passé à 2 buts du drame, les mecs, à Toulouse, hein, n'oubliez pas, hein, quand même. Et Galtier l'a rappelé en conférence de presse tout à l'heure. Tout à l'heure, Galtier, on lui a demandé quel est son match le plus important. Il a répondu le Toulouse-Lille. Je ne serai plus là pour vous en parler. Et le club n'est peut-être plus là. Bah c'est normal, c'est logique qu'avec ce qui avait été dépensé, si on descendait en national, parce que c'est ce qu'on nous promettait au niveau de la DNCG, c'était fini. Mais bon, on n'en est pas là. Et tu vois, c'est passé à ça. Oui, à cette époque-là. Mais c'était pas dans la façon de gérer le business. Ça venait pas de là, ça venait du sportif. C'est pas pareil. François, on t'a perdu? Je crois que François a frisé. En fait. Oui, on t'entend, mais c'est bon. Ça revient tout doucement. Vous m'entendez? Parce que j'entendais plus trop ce qui se disait sur la fin. Donc, je vous propose de terminer avec cette histoire, de tous refermer nos fenêtres et de rester au chaud. Donc, c'est pas encore aujourd'hui qu'on jettera tous par la fenêtre. Non. Donc de passer à la première partie prévue de l'émission. Donc qu'est-ce que c'est que ce match? Lille-Bordeaux, une victoire précieuse. Donc qu'avez-vous pensé de cette victoire, qui est donc une nouvelle victoire après un match de Coupe d'Europe? Qui veut commencer? Qui veut prendre la parole? Baptiste? Ouais, on va commencer. Pour moi, ce fut un super match. On avait l'habitude de voir des matchs du LOSC se jouer entre guillemets en deuxième période, de voir souvent des premières périodes plutôt moyennes. Et c'est la première fois, je pense, depuis longtemps qu'on a vu une première période aboutie presque. Une super première période, une deuxième période plus ennuyante, je dirais, mais on a fait le taf en première période. Et à noter quand même, un but sur corner. Ça faisait si longtemps qu'on n'en avait pas vu, franchement. Incroyable. Et ça faisait longtemps qu'on le réclamait dans le bistrot d'aller au LOSC. On avait fait un quart d'heure dessus, t'imagines? C'est vrai. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu une belle période. On a eu un beau match. On a eu vraiment des bonnes occasions et un Bordeaux assez vraiment plaisant à voir. Je sais pas ce qui s'est passé parce que franchement, quand on regarde le Bordeaux de dimanche et quand on a vu les Bordeaux du début de saison, c'est complètement différent. Alors après, est-ce que c'est vraiment le fait que Ben Arfa soit arrivé? En tout cas, moi, j'avais vu les statistiques disant que Ben Arfa n'avait jamais marqué contre Lille. C'était le cas. Ouais. Ça a failli, mais bon, c'est pas entré. Voilà. Ça a failli. N'empêche que. Ouais. Et il y en a une autre qui dit qu'il n'avait jamais perdu contre Lille. Celle-là, elle est passée à la trappe. Mais après, c'est vrai que ça a été un beau match et vraiment plaisant. Franchement, ça a été une bonne première mi-temps et une bonne deuxième mi-temps. Georges, qu'as-tu pensé de ce match? Ouais, donc moi, ce que j'ai surtout retenu, c'est la fin de match et la gestion un petit peu mode guerrier, parce qu'on sentait que physiquement, ça commençait à coincer un petit peu, parce qu'il y a eu vraiment 75 minutes de très très bonnes prestations, donc le dernier quart d'heure. Et moi, là-dessus, j'ai beaucoup aimé, par exemple, le rôle de Benjamin André. J'ai pas de stats sur les ballons qu'il a ratissés sur le dernier quart d'heure, mais ça doit être hallucinant. Et encore une fois, ça s'anime offensivement. Il y a toujours des solutions. C'est vrai que ce Bordeaux-là était un petit peu compliqué à jouer. Ils ont su le faire. C'est aussi, moi j'étais rassuré. C'est vrai que jusqu'ici, c'est pas toujours le cas par la prestation de Soumaré, même si sur le but, c'est pas terrible. Je trouve qu'il a battu un boulot assez important. Et au final, je trouve qu'il y a eu le talent pendant 75 minutes. Et j'étais heureux de les retrouver un petit peu au forceps pour une équipe de guerriers en fin de match, quoi. Parce que c'est peut-être des fois ce qui nous a manqué, ce qui nous a coûté dans quelques points cette saison, quoi. Alors, les statistiques du match sont nettement à l'avantage de Lille sur ce match, hein, même si on peut relativiser certains points. Il y a eu 15 tirs pour Lille, 4 pour Bordeaux. Alors, 5 tirs cadrés pour Lille,
4-3 pour Bordeaux. Alors les esprits chagrins pourront dire que Lille a cadré 5 tirs sur 15, donc un tiers de ces tirs, alors que Bordeaux a cadré 3/4 de ces tirs. Donc il y a une inefficacité offensive qu'on avait déjà évoquée lors de précédentes émissions qui tend à se confirmer avec ces statistiques. 56% de possession pour Lille, 44 pour Bordeaux. On a 527 passes et 420 pour Bordeaux et 8 corners contre 3, donc une domination plutôt lilloise. Est-ce que ça reflète le match que tu as vu, Julien? Ouais, on a fait un match sérieux, on a fait un match appliqué. Je pense qu'on a pu faire un match d'autant plus appliqué qu'on avait, bon an mal an, l'équipe type. Alors, si tant est qu'on puisse parler d'équipe type, parce que c'est vrai que ça tourne beaucoup, mais en gros, hormis Renato Sanchez qui n'était pas là et Bradaric qui était suspendu, t'avais la vraie équipe, donc forcément, ça change les choses. Je suis content qu'on retrouve la paire Bamba et Koné, qui ont quand même une très très grande implication dans cette réussite. Bamba depuis le début de saison, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il connaît à chaque match, je trouve, on le voit de mieux en mieux. Et Bamba, c'est incroyable parce qu'en Bamba, on lui doit 11 buts depuis le début de saison, puisque c'est 5 buts et 6 passes décisives. C'est monstrueux. Et une dernière petite stat que tu n'as pas citée, François, on n'a plus perdu au Grand Stade, je l'appelle Grand Stade, excusez-moi, depuis le 15 février 2020. Ça y est. Ah oui. Et on a pris 23 points sur 27 possibles à la maison depuis cette date. Joli stade. C'est très, très, très impressionnant. Ce stade, c'est une forteresse imprenable, même sans nous, même sans public. Et on est clairement très, très, très fort à la maison. Donc moi aussi, j'ai pris du plaisir. Je suis content de retrouver nos deux frangins, là, Bamba et Koné, en pleine forme. Et je tiens aussi à souligner, mais je le fais quasiment à chaque fois, ce grand arrêt de Mike Maignan à la 12e sur cette frappe de Ben Arfa qui va au sol à une vitesse pour un mec qui fait 1m90, c'est incroyable. Mais comme à chaque match, il nous sort, parce qu'on a une très bonne défense, donc il n'a pas 10 arrêts à faire, il nous sort un arrêt de classe mondiale. Et là, c'est le cas, et c'est ce qui fait, je pense, qu'on gagne ce match. Et je me souviens de la saison de Landreau, quand on fait le doublé, qui fait certainement la meilleure saison de sa carrière. Et là, j'ai l'impression que Maignan, c'est ce qu'il est en train de faire cette saison. C'est peut-être de bon augure, comme j'ai été très négatif. Je mets une petite pointe de positivité dans mon discours. Alors, et toi, Patrice, comment as-tu trouvé cette confrontation? On craignait beaucoup le match de Bordeaux, avec un Ben Arfa qui était en pleine forme, un Bordeaux qui était en pleine forme. Alors, même si moi, je préférais Ben Arfa quand il jouait à Paris, parce que je trouvais que j'avais toujours l'impression qu'il prenait beaucoup plus de plaisir au parc à Thème. Mais bon, c'est... Qu'as-tu pensé de ce match, Patrice? J'ai trouvé que c'était un bon Bordeaux, effectivement, et un bon LOSC qui a maîtrisé. Bon, de toute façon, vous avez tout dit, je pense, donc je vais pas faire long là-dessus. Tout a été dit. J'ai aimé les mêmes joueurs que vous, fatalement. J'ai bien aimé André aussi. Hein, André Soumaré, c'était quand même très costaud. J'ai bien aimé ce match et aussi la petite stat de. Voilà, on aurait bien aimé peut-être tuer le match un peu plus vite. Le petit manque d'efficacité devant. Mais c'est le foot. Si le foot était que logique, il n'y aurait pas de bistrot du LOSC, il n'y aurait rien à dire en fait. Il n'y aurait rien à discuter. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur ce match de Bordeaux? Je vous propose d'enchaîner assez vite sur les réseaux sociaux. Arnaud, tu veux dire quelque chose ou il y a des commentaires chez les internautes? Sur Twitch, en ce qui concerne le match LOSC Bordeaux, nous avons Derrick Cotte qui dit: au matin, j'avais un peu peur que le Bordeaux ait un goût de bouchon, mais à fin de match, il avait une jolie robe et de la cuisse. En 2 mots, un grand cru. Pas mal. Quelle belle image. Oui. Alors, je vous propose, si on a fait le tour du sujet de Bordeaux, je vous propose d'enchaîner assez vite, parce qu'on a perdu, enfin on n'a pas perdu, on a investi du temps sur les relations Elliott contre Gérard Lopez, ou avec Gérard Lopez. Je vous propose de passer à la deuxième partie du sommaire, Europa League. Donc après une poule qui finit en queue de poisson, le LOSC à la pêche au gros a tiré l'Ajax Amsterdam pour les 16e de finale. Alors d'abord, on va revenir sur ce match décevant du Celtic. Qu'est-ce qui s'est passé au Celtic Park? Comment on peut expliquer d'avoir vu un LOSC aussi
transparent presque. L'expression est peut-être pas trop forte contre un Celtic qui finalement qu'on croyait démotivé, mais qui était complètement motivé par l'idée de prendre sa première victoire dans cette poule d'UEFA. Qui veut prendre la parole? J'ai peut-être une Julien. explication. Ouais, j'ai peut-être une explication. À contrario de ce que je viens de dire sur Bordeaux. À Bordeaux, tu avais l'équipe type et à Glasgow, tu l'avais pas. J'ai fait la liste des mecs qui manquaient. Selic, Botman, André, Sanchez qui est blessé mais qui n'était pas là, Bamba et Bourak. Donc au final, quand ces 6 titulaires-là en force manquent, c'est compliqué. Et puis les Écossais, ils ont de l'orgueil. Et les Écossais, on était là la semaine dernière à dire ils ont pris branlée sur branlée, ça va continuer. On a un peu oublié qu'ils avaient de l'orgueil et j'ai trouvé aussi qu'ils avaient bien joué, ces Écossais. Ils ont bien joué. Comme souvent, comme Brest a fait son meilleur match contre nous. Et là, Glasgow a fait son meilleur match de toute cette campagne d'Europa League contre nous, en tout cas pour les résumés que j'ai pu voir d'eux. Donc voilà, je suis un petit peu déçu parce que tu sais, on avait parlé la semaine dernière du discours de Galtier qui disait que les joueurs voulaient absolument le gagner et qu'il n'y aurait pas trop de turnover. Finalement, il y en a eu et ça n'a pas marché, si bien. On n'a pas eu d'impact, on a eu peu d'occasions. Et puis, il y a le sujet Bradaric qu'on évoquera un peu plus tard. On évoquera dans quelques instants, effectivement. Il y a le sujet de la défense aussi. Il y a le sujet de la défense. Ah oui, je vais vous passer la parole. Voilà. Je vais vous passer la parole à tous. Voilà, il y a ce sujet de la défense. Il y a effectivement une décompression possible après la qualification, même si Galtier a annoncé que ce n'était pas le cas. Et il y a aussi, on l'a su après, est-ce qu'il n'y a pas un effet lié à ce que j'appellerais la priming là, une prime de qualification qui n'a pas été finalement aussi importante que prévu et qui aurait peut-être diminué l'enthousiasme des joueurs lors du dernier match de poule. Patrice, je te sens pressé de parler. Non, je ne suis pas pressé. En plus, je suis d'accord avec ce que Julien a dit sur à peu près tous les points. Non, je dirais juste, regardez le temps de jeu qu'avait depuis le début de la saison la défense qui a été alignée face au Celtic. Et puis, voilà, et la défense n'a pas été bonne. Et c'est pour ça qu'on s'est pris ces buts. Habituellement, on ne se les prend pas. Et la défense n'était pas au rendez-vous. Mais quelque part, je pense que Christophe Galtier savait très bien ce qu'il faisait. Il a pris ses risques. Ça aurait très bien pu passer. C'est pas passé. Je pense qu'il a, comme disait Julien, il n'a pas pensé que les Écossais auraient autant d'orgueil. Bon, ben voilà. Mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. On jouera à l'Ajax. Ouais, mais c'est quand même une défaite qui coûte quand même 1 million. 1 million en ce moment, c'est quand même pas mal, déjà d'une part. Et après, on aurait pu avoir un tirage plus favorable par la suite, parce que l'Ajax, on a beau dire ça, l'Ajax c'est quand même costaud, on va dire. Même s'ils ont été 3e de la Ligue des Champions, c'est quand même l'Ajax. L'Ajax, ils ont quand même de bons jeunes, ils ont de bons joueurs. On a vu l'année dernière déjà d'une part. Et moi, je suis même très déçu du match du Celtic. Comme j'ai titré sur les LOSC, c'est honteux. Pour moi, ils auraient jamais dû prendre ce match à la légère. Ça aurait dû être beaucoup mieux pour moi. Mais bon, après, c'est comme ça, ça arrive. Je ne sais pas s'ils l'ont pris à la légère. Patrice l'a dit, c'est surtout un manque d'automatisme peut-être derrière. Aussi, ouais. Bradaric, Diallo, Fontenias, les mecs, ils n'ont jamais joué ensemble. Il ne faut pas s'attendre à des miracles avec 4 défenseurs qui ont jamais joué ensemble. Mais après, est-ce que Galtier n'a pas pris ce match à la légère, justement, alors, en mettant ça? Non, je crois que si tout le monde était en super forme, il aurait mis les autres, mais c'est pas le cas. Il y a eu quelques faillites, faut admettre, quelques faillites individuelles. On peut pas, il n'y a pas que on parlait de Bradaric, je sais, il n'y a pas que lui sur ce match-là. Xheka n'a pas eu son rendement habituel. Il a été largement en dessous de ce qu'il a fait, par exemple, à Milan. Timothée Weah, qui jouait sur un poste qui n'est peut-être pas le sien, hormis le but, il n'a pas été super à l'aise dans le placement. Je les ai tous trouvés, certains tout en dessous, et puis d'autres. Je pense qu'il y a eu tout un assemblage de faillites individuelles qui fait que collectivement, c'est le match qui ressemblait un petit peu, beaucoup d'ailleurs à celui de Brest, et où ça réagissait trop par à coup. L'équipe a clairement pas été bonne, mais j'ai vu pas mal de joueurs individuellement qui n'étaient pas sur leur niveau. Après, il y a des choses. Il suffit que Liadj sur la
la dernière action se trouve pas comme il a fait, on vient à 3-3, peut-être que le scénario aurait pu être autrement, mais globalement, peut-être trop de changements aussi d'un coup. Il suffit que le gars de Sparta à la dernière seconde se rate pas face à Milan et on est premier. Ouais. Non mais c'est vrai. Ça aurait pu, hein, ça aurait pu. Baptiste, tu veux rajouter quelque chose? Un Celtic fort, un LOSC pas au niveau? Qu'est-ce que tu en penses? Bah ouais, je vais juste rajouter que pour moi c'est un peu les deux. C'est pour moi le Celtic qui vraiment jouait vraiment son match pour sortir entre guillemets avec les honneurs de cette Ligue Europa. Ils n'avaient plus rien à jouer, donc avec les honneurs. Après Lille, enfin trouver un Bastille, ouais. Maintenant voilà, c'était un dernier match avant de souffler entre guillemets un petit peu. Christophe Galtier avec des changements. Alors certes, ça aurait pu passer. Un Chernias à droite, à droite, ça aurait pu passer. Maintenant, je n'ai pas trouvé aussi Christophe Galtier plus investi que ça. Je le voyais beaucoup parler avec le quatrième arbitre. Je crois qu'il s'est fait un nouvel ami, mais à part ça, non, mais sinon, je n'ai pas trouvé vraiment les joueurs investis. C'est un match à oublier, je pense, mais c'est dommage qu'on finisse deuxième parce qu'on a un tirage, comme on l'a dit, contre Ajax. Alors que si on avait terminé premier, on aurait peut-être pu taper entre guillemets plus faible. Maintenant, je pense que le match contre Ajax, ça va être un gros match avec deux grandes équipes en forme et deux grandes équipes surtout qui font du très beau jeu. Et ouais, ne déflorons pas le sujet de tout à l'heure. Court déplacement. C'est bien aussi. C'est le seul avantage. On va pas loin. Voilà. Alors avant justement d'évoquer le tirage au sort et d'examiner nos chances contre l'Ajax d'Amsterdam, je voulais revenir sur finalement des avis sur Internet, notamment d'une espèce de ce qui ressemble presque à un bashing concernant certains joueurs. Souvent, en cas de défaite, on cherche des boucs émissaires. Et cette semaine, depuis quelques semaines, et notamment cette semaine, il y a un joueur qui est au cœur en fait de la polémique. Alors nous-mêmes au bistrot d'Alelos, on a parfois, évoqué certaines limites, hein, mais là cette semaine, donc sur les réseaux sociaux, sur le forum Alelos, on s'aperçoit qu'il y a une vraie campagne entre guillemets contre Bradarić, notre arrière-gauche. Alors, je vais vous poser une question à laquelle je vais vous demander de répondre rapidement. Bradarić ou Brada pauvre? Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce joueur? Alors, pour vous illustrer un peu les opposants finalement à Bradarić, je vous cite quelques expressions retrouvées sur le forum LOSC. Alors, d'abord, le topic s'appelle Brada ridicule, on parle de chèvre en chef, encore un match raté, faiblesse défensive, il a coûté beaucoup de points, et tant que Galtier le mettra, ça continuera. Donc il faut trouver un arrière-gauche au moins potable au mercato hivernal, ce sera déjà bien. Un bon, ce serait magnifique. Vous voyez, toute une série finalement Alors il y a certes des défenseurs qui disent que c'est un jeune de 21 ans, qui a des progrès, il a des capacités, mais la balance est plutôt négative sur les réseaux sociaux, sur Internet. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc Bradarić ou Brada pauvre? Alors, on va commencer par Julien. Ah, c'est moi qui commence, ok. Oh, si tu veux, oui. Ouais. Écoute, aujourd'hui, chez nous, tête de Turc, c'est très positif comme expression au LOSC. Avant, ça l'était un peu moins. Et je suis plus tout jeune, j'ai 43 balais, donc j'ai souvenir de quelques joueurs qui ont connu ce bashing, et avant même parfois la période des réseaux sociaux, et simplement parce qu'ils étaient jeunes, simplement parce qu'ils commençaient. Donc je vais te citer Pascal Sigan, qui a entendu les oreilles siffler quand il a commencé sa carrière. Il a quand même fait une carrière assez honorable à Arsenal, ce garçon. Un garçon comme Dante, qui est arrivé très jeune chez nous, qui a connu son premier hiver européen chez nous, qui a découvert le français chez nous, qui a été vraiment pas terrible et qui s'est fait siffler. On connaît sa carrière au Bayern. Je vais en citer un troisième, Pierre-Emerick Aubameyang. On l'appelait le sprinter. Souvent, on se foutait de lui. Il avait que 18 ou 19 ans quand il était au LOSC. Il sortait de Milanello à l'époque quand il est arrivé. On voit la carrière qu'il a fait. Et puis, dernier point, parce que lui aussi, on s'est bien foutu de lui au début, c'est Sidibé. Sidibé, il a quand même fait un beau transfert à Monaco. Et il est champion du monde. Donc, cet argument sur la jeunesse, c'est un vrai argument. Il faut vraiment ne jamais avoir joué au foot pour imaginer qu'un joueur à 19, 20, 21 ans, dans le cas de Bradarić, je crois qu'il vient de les avoir, est terminé et mature pour le très haut niveau. Et le LOSC actuellement joue la tête de la L1 et joue l'Europa League pour essayer d'aller loin en Europa League. C'est pas rien pour un gamin comme ça. Donc, moi, je suis favorable à critiquer les joueurs
quand ils ont la maturité suffisante et quand ils mouillent pas le maillot. C'est insupportable, tu vois. Un mec comme Ikoné, quand je l'ai vu sur certains matchs, traîner la patte alors que lui, il a plus de maturité, qu'on l'a déjà vu faire des grandes choses et que tu vois clairement qu'il n'a pas envie, ouais, dans un stade, je le siffle, devant ma télé, je râle. Mais Bradaric, c'est un gamin, je le sens pas investi, je le sens juste jeune, en manque de maturité, donc je râle, hein, comme tout le monde, hein, ça me casse les putes qu'il fasse des erreurs comme ça. Mais il est jeune, et c'est le projet du LOSC aujourd'hui. Patrice, on m'a dit que tu avais beaucoup de choses à dire sur le Bradaric ou le Brada pauvre. Alors, je ne sais pas si j'ai beaucoup de choses à dire sur Bradaric ou Brada pauvre, si tu veux. Déjà, quand j'ai vu la déferlante qui s'abattait sur lui, déjà d'entrée de jeu, ça commence sérieusement à m'insupporter. Ce que Julien vient de dire au sujet des joueurs précédents, j'ajoute Bamba la saison précédente, qui se faisait siffler à tous les matchs. J'entendais les gars dans les tribunes dire sortez-le, virez-le, on veut plus le voir au LOSC. Mais et s'il n'était pas là aujourd'hui, c'est notre meilleur joueur. On lui doit la saison aujourd'hui. Il y a 2 saisons, il était extraordinaire. Et je suis absolument convaincu que dans son manque de confiance, parce qu'on voyait bien qu'il y avait un manque de confiance, quelque chose s'était cassé. Je suis certain que ce qui s'était passé avec les supporters n'y était pas étranger. Quand je vois, par exemple, ce qui a failli se passer avec Yılmaz en début de saison, ça commençait pareil. Les gars disaient pourquoi on a acheté ce blaireau. Aujourd'hui, les mecs qui disaient ça lui dressent une putain de statue. Mais on est où, sans déconner? Mais réfléchissez avec votre cerveau, les gars. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut pas, dès qu'un mec rate 2-3 matchs de suite, le jeter en pâture au lion, dire que c'est une merde et qu'il faut déjà, c'est pas comme si on avait une cellule de recrutement merdique. Il faut peut-être un petit peu accorder un peu de crédit à M. Galtier et surtout à la cellule de recrutement. Campos, ce jeune homme, Bradaric, il est international croate, messieurs. C'est-à-dire que la Croatie, c'est pas le Liechtenstein. Ils ont beaucoup de joueurs et beaucoup de bons joueurs. Et s'ils croient en ce jeune, c'est certainement pas pour rien. Il vient d'avoir 21 ans aujourd'hui. Et moi, quand j'ai vu la façon dont il était bâché de partout, je me suis dit, mais moi, c'est marrant, je vois pas les mêmes matchs. Alors, bien entendu, j'ai vu les erreurs défensives. Il a fait de grosses erreurs défensives. Je ne suis pas du tout là pour dire le contraire. Mais messieurs, si vous ne voyez que ça dans ce joueur, changez de sport. Regardez du ping-pong. Parce que ce n'est pas possible. Alors, je suis allé regarder ses stats à ce jeune homme. Et quand on regarde ses stats, dans le jeu, c'est le 4e joueur le plus impactant au LOSC sur les buts. En premier, il y a Bamba, loin devant. Il y a Araujo, il y a Yılmaz, qui a bien remonté la pente. Aujourd'hui, on lui fait une statue. Bravo. Et en 4, il y a Bradaric. Bradaric écarte le jeu tactiquement. Il est toujours devant. Et comme je pense qu'il se grille lui-même, c'est-à-dire qu'il est trop jeune. Et comme il a des super stats, à mon avis, il s'est grisé. Il est toujours devant. Il tape des sprints. Et bien entendu, ça, si vous ne le voyez pas, messieurs, c'est un peu dommage, mais c'est à cause de ça qu'il ne revient pas bien, qu'il est derrière, il est mauvais, il est mauvais derrière, il ne revient pas bien. Mais il y a une raison. Et je pense, parce que quand je vois tout le monde dire Reinildo, il est 1000 fois meilleur, enfin, je ne sais pas, mais Reinildo reste derrière, donc heureusement qu'il défend bien. Il est meilleur derrière, mais dans le jeu du LOSC aujourd'hui, c'est un jeu moderne avec des latéraux qui prennent des risques énormes. Et quand on prend des risques, on marque beaucoup de buts quand ça marche, mais fatalement, on s'expose à prendre des buts. Et Galtier, c'est son truc. Et Bradaric, pour devenir un très bon joueur, il faut qu'il règle ça. Mais s'il le règle, à mon avis, il deviendra essentiel au LOSC. Et tous les gars qui le bâchent aujourd'hui feront pareil qu'avec Bamba l'année dernière. Diront ah super, je le note 10. Bah ouais, mais l'année dernière, tu l'insultais. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est normal? Je pense pas. Voilà. C'est mon avis. On ne m'avait pas menti, tu avais beaucoup de choses à dire sur la question. Georges, ton avis, Bradaric ou Brada pauvre? Non. J'ai été. Bon,
En ce moment, il n'est pas à son meilleur niveau. Ah Mais bah non. ce que je veux dire surtout, ce que je veux dire surtout, c'est que pour avoir lu les commentaires sur le site d'Aller le LOSC, moi je me dis que c'est con d'avoir été chercher Galtier parce que on a plein d'entraîneurs exceptionnels sur ce forum. Les mecs qui nous expliquent, je pense que clairement avec eux, on avait 5-6 points de plus, quoi. Le truc était joué. Plus sérieusement, qu'on puisse être critique sur un temps de la saison. Et d'ailleurs, il faudra le relativiser parce qu'on veut lui faire porter l'ensemble du désastre de quelques. Enfin, du désastre. Je rappelle quand même qu'on est leader de Ligue 1 et qu'on est qualifié Coupe d'Europe. Ouais. Tu fais bien de le rappeler. Ouais. Je le rappelle. D'ailleurs, je me dis, non, mais quand je lis le site d'Aller le LOS, je me dis, merde, putain, c'est vrai que j'entends les gens s'inquiéter sur l'idée qu'avec cette défaite, de toute façon, comme on n'allait pas aller loin en Coupe d'Europe, c'est vrai qu'on est des supporters. On ne connaît pas la chance, par exemple, de ceux de Lorient qui ont joué à la 15e place, s'encombrent pas avec la Coupe d'Europe et vivent des purs moments de bonheur, de tranquillité. Au moins, il n'y a pas d'angoisse, quoi. Donc, moi, je les encourage beaucoup à supporter Lorient. Je pense que c'est peut-être la solution. Mais plus globalement, factuellement, qu'est-ce qu'on a à lui reprocher? 2-3 matchs ici où il a été un peu en dessous. Comme on l'a dit, au Celtic, le naufrage, il est collectif. Le penalty, on va voir si à la conclusion, c'est lui, il y a quand même tout un ensemble d'erreurs individuelles qui conduisent à cette faute. Il y a Et Tcheka. il est pas seul à le porter. Là, personne Voilà. n'en parle, par contre. Du reste, pareil, je trouve que Diallo, qui a fait quelques bons matchs, à Glasgow, il en a un petit peu pour sa pomme. Ouais. Donc, ouais, Bradaric, à Saint-Etienne. Alors, Saint-Etienne, pareil, il y a sûrement une tête qui est mal assurée. Derrière, il y a un penalty sifflé par Bastien, qui est pas tout à fait incontestable, mais je l'ai vu Bastien encore cette semaine en Coupe d'Europe, c'est un mec qui a le péno facile. Revoyez le penalty qu'il a sifflé pour les Young Boys de Berne, juste parce qu'un gardien dégageait du point, il l'a expulsé. Il va refaire les règlements, mais il n'empêche que il y a eu 2-3 matchs, c'est vrai, où il a été moins bon. Comme on le dit, il a 21 ans, c'est un gamin, il va gagner en maturité. J'ai envie de dire, alors après, à qui on fait confiance? Aux spécialistes d'Aller le LOSC qui ont tout de suite vu chez lui le néant footballistique, ou peut-être Campos, qui est vraisemblablement pas un visionnaire particulier. Je pense qu'il devrait aller se renseigner auprès des vrais scouts, ceux d'Aller le LOSC, et peut-être. Mais sinon, si on croit que Campos, c'est mon cas, naïvement, a quelques connaissances et a des scouts un peu compétents, je peux quand même imaginer que sur les années à venir, c'est quelqu'un qui va apporter beaucoup, quoi. Mais voilà, je ne suis pas un spécialiste. Du grand Georges. En tout cas, s'il a la carrière de Sigan, de Dante, d'Aubameyang, c'est dégueulasse. Non, mais si je puis, je peux reprendre la parole une seconde. Ça me fait penser à Pavard. Voilà. Il me fait penser à Pavard. Pavard qui est un gars qui a pris énormément de risques. Deschamps l'a pris en équipe de France pour faire à peu près le même boulot que ce que Galtier fait faire à Brada, d'une autre façon, mais à peu près le même boulot. Et alors les gars ne voient que les petites errances défensives, parce que fatalement, quand tu joues en équipe de France, tu joues pas tous les jours contre le Liechtenstein, tu joues des fois contre la Belgique, tu joues des fois contre l'Allemagne, qui ont des ailiers de malades, qui ont des trucs, et toi quand tu viens de te taper 4 sprints en 1 minute, à un moment donné, quand tu te retrouves face à Hazard, tu peux te faire passer comme une fillette, c'est évident. Mais si les gens ne voient que ça, c'est dramatique. C'est-à-dire que je sais pas, faut changer voilà, bref. Mais je voulais juste dire un truc, il n'y a pas du tout que sur Aller le LOSC, partout comme ça en fait. Le bashing est partout et c'est incroyable, quoi. Fou. Laissons-le travailler un peu. Merci de le préciser, Patrice, parce qu'effectivement, j'ai pris l'exemple d'Aller le LOSC parce que c'est ce qui me venait sous la main. C'était nettement pire sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, où le bashing était beaucoup plus imposant que sur le forum Aller le LOSC. Baptiste, tu veux rajouter quelque chose? Tu es plutôt Brada Rich ou Brada pauvre? Moi, on va pas dire Brada riche, mais non, on va pas dire Brada pauvre non plus. Je pense qu'on va dire Brada modeste. C'est un joueur vraiment qui aujourd'hui n'est pas à 100% de ses capacités. Dès qu'il sera, on va dire, à son GOAT, on va dire, à
à son meilleur niveau, ça sera un super joueur, j'en doute pas. Après, aujourd'hui, on parle, oui, Ranieldo est meilleur, mais Ranieldo, comme l'a dit Patrice, il me semble, c'est un joueur beaucoup plus défensif. Aujourd'hui, Brada a la faculté aussi de centrer, ce que ne sait pas faire Ranieldo aussi. On prend beaucoup des points négatifs. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens du LOSC veulent des jeunes joueurs pour faire des plus-values, etc., etc. Mais quand tu as une équipe de jeunes, tu es obligé de passer par là. Et voilà, faut arrêter aussi. Il y en a marre des gens aussi qui jugent en un match, parce que si aujourd'hui Brada marque le 3e but contre le Celtic, eh ben on est là, on lui met une statue, on lui dit mais Brada, super fort, etc. Donc faut arrêter aussi de juger en un match, parce que si on juge en un match les joueurs, je pense qu'il y a peu de joueurs aujourd'hui qui sont au LOS et qui réussissent des carrières exceptionnelles. Donc voilà. La vérité vient de la jeunesse. Ah, Absolument. bien parlé, c'est Alors, vrai. pour clôturer ce point sur l'Europa League, juste, mais vraiment 2 mots, un tour de table sur le tirage de l'Ajax. Est-ce que pour vous c'est un bon tirage, c'est regrettable de retrouver l'Ajax ou c'est encourageant? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais vraiment en 2 mots. Qui veut commencer? Baptiste, garde la main. Que penses-tu du tirage au sort? Je pense que c'est un bon tirage parce que c'est 2 équipes, franchement, qui jouent super bien au ballon. Et puis pour faire court, je pense que de toute façon, si tu veux partir loin, il faut se tester face à des grandes équipes, montrer ce que t'es. Et il faut éliminer les gros. Tu vas pas jouer à chaque fois comme Marseille contre les petites équipes de je sais pas qui, je sais pas qui, je sais pas qui pour te retrouver en finale. Non, il faut jouer l'Ajax. Tellement vrai. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'ils se sont retrouvés en finale en jouant que des fantômes, les mecs. Ah ouais, C'est c'est vrai. ça, donc allez. Julien, tu gardes la parole? Alors, bon Ouais. tirage? Ah, traditionnellement, j'aurais dit flop parce que tu le sais, quand on se croise, c'est aussi sur les déplacements. Donc, moi, j'aime aller voir les matchs dans les compétitions européennes. Donc, si on avait pu se déplacer, ça m'aurait gonflé. Je suis allé à Amsterdam l'an dernier, il y a les 2 années de suite. Voilà. Après, j'ai fini finalement par entendre vos arguments parce qu'on en discute la semaine. Et c'est vrai que ce côté revanche, je commence à y prendre goût et me dire qu'on va aller les taper cette année alors qu'on les a perdus l'an dernier. Ça m'a fait passer un peu la désillusion du Celtic parce que je t'avouerai que j'avais vraiment les boules après le match. Quand tu vois qu'il y a des Royal Antwerp, Maccabi Tel Aviv, etc., qu'on aurait pu tirer, c'était quand même beaucoup plus simple et on avait plus de chances de passer. Mais ça y est, vous avez commencé à m'exciter un peu et j'ai cette envie de revanche. Alors, Patrice, tu es excité par le tirage de Mais- l'Ajax? Ah, moi j'adore en fait. J'adore parce qu'en fait on peut se tester cette année face au même adversaire que l'année dernière en Ligue des Champions, où en fait on avait pris des petites tôles, mais dans le jeu en fait on n'était pas du tout ridicule, hein, souvenez-vous. On n'était pas ridicule, mais on s'était fait avoir en fait. Eux ont perdu des joueurs essentiels, nous on en a gagné, et en plus il y a un truc qui est pour moi qui va faire la différence, c'est que eux n'ont plus Botman. Déjà, ils auraient pas dû le prêter l'année dernière et ils nous auraient pas dû nous le vendre cette année Merci d'ailleurs. parce que, parce que visiblement, notre cellule de recrutement est, je pense, tout à fait au point parce que j'ai vu un match, la défense Bon, ils auraient bien fait de le garder. J'ai vu un match. Et moi, mine de rien, je sais pas pourquoi, mais je le sens pas si mauvais. Alors bon, ça va être l'Ajax, ça va être extrêmement dur. Mais j'aime bien, je suis excité, ouais. En tout cas, je ne sais pas si les supporters pourront se déplacer. Bon, s'ils pourront se déplacer, je leur déconseille le métro pour terminer le déplacement. Mais en tout cas, ce sera un match qui sera intéressant. Georges, tu penses quoi de ce tirage? Moi, Amsterdam, c'est toujours un tirage stupéfiant, mais Du grand Georges, je le dis, moi. Elle est parfaite. je veux celle-là. dire, c'est aussi. Je savais qu'il fallait terminer par Georges. Georges Best. Voilà. Parce qu'il était un peu tard. Enfin, bon. Et non, mais en l'occurrence, par rapport à ce qu'on a vécu l'année dernière, je crois que c'est Patrice qui en parlait. C'est vrai que les résultats de l'année dernière pourraient laisser augurer. Et finalement, ils n'ont pas été du tout représentatifs, je dirais, de l'écart entre les 2 équipes. Parce que moi, j'ai souvenir quand même d'une première mi-temps, un temps où l'équipe a joué avec le frein à main, sans doute la découverte de la compétition qui a coûté très cher parce que à ce moment-là, les joueurs, les Bataves étaient en pleine, sortaient d'une saison euphorique où ils avaient été très loin, et ça s'est senti. L'écart, il a surtout été dans les têtes et psychologique. Et une fois que Lille s'est mis à jouer, on a été très dangereux. Alors, il se trouve qu'en plus, il faut se souvenir du match aller où ils ont eu un gardien de but particulièrement euphorique.
Et puis le match retour, on jouait plus puisque il y avait plus d'enjeu. Enfin, il y avait plus d'enjeu pour Lille puisque on était sorti de la compétition et eux avaient encore le coup à jouer. Donc ces deux matchs en trompe-l'œil. Et en plus, je pense qu'avec l'expérience de ce qu'on a vécu cette année, cet écart, enfin, il n'y a plus de raison d'être. Et je pense qu'en plus, l'Ajax est un peu affaibli. Enfin, je veux dire, c'est plus une équipe. Et nous, on a des joueurs beaucoup plus forts. Je pense évidemment que ça passera par une mobilisation générale. Mais je crois que si on a un Renato Sanchez au niveau où il a été à Milan, si on a devant le fleuron d'attaque qui s'exprime comme il a fait, ça peut vraiment passer. Moi, je crois que sur ce tirage, c'est vraiment du 50-50. Mais il y a un coup à jouer et je pense que l'ascendant psychologique, justement, cette fois-ci, peut être pour nous, quoi. Parce que nous, on est sur la pente ascendante, on s'est qualifié, eux sont reversés, il y a ça aussi qui va jouer, quoi. Donc, plutôt bon tirage par rapport à d'autres équipes qu'on retrouvera sans doute après, quoi. Faudrait essayer de pas se faire enfumer là-bas, quoi. Ouais, voilà. Mais alors déjà, d'une part, Arnaud, sur le Twitch, on dit que Rico6231 dit que le match aura lieu après l'ouverture du mercato. Déjà, on risque peut-être de perdre du monde aussi, déjà d'une part. Après, je sais pas si c'est le seul avantage, on va dire, entre parenthèses, de se taper l'Ajax, c'est le déplacement, qui est très court. Après, vous dites que l'Ajax n'est plus la grande équipe de l'année dernière. Je viens de regarder, l'Ajax, c'est 4 buts de moyenne par match en championnat. Après, il y a un 13-0 aussi. Ouais, quand même. C'est quand même 47 buts en 12 matchs. C'est quand même une moyenne de 4. Moi, j'ai pas dit que c'était plus la grande équipe, j'ai dit qu'ils ont perdu des joueurs essentiels. Ouais, c'est ça, mais c'est ce mais par contre, chez eux, dans leur championnat, ouais. Après, il faudra voir, parce que c'est que l'Ajax, c'est quand même l'Ajax, ça reste l'Ajax, ils ont quand même de très bons jeunes. Oui, bien sûr. Il faudra voir. Bah après, les Pays-Bas, c'est un championnat de promotion d'honneur. C'est pour ça que c'est excitant, c'est l'Ajax. Mais nous, on est un peu plus après, il faudra voir, dernière. si on fait 2 mi-temps de football, là, on peut faire quelque chose. Si on n'en fait qu'une, là, ça va être différent. C'est vrai qu'à l'Alliance, on en a fait tout à fait. C'est vrai. C'est la marotte d'Arnaud. T'as raison, t'as raison. Je trouve Arnaud particulièrement exigeant. Je vous propose de passer à la troisième partie de l'émission. Troisième et dernière partie. Il est déjà 21h36. On va exploser le temps d'émission, mais on a rajouté un préambule assez long. Donc, troisième partie, retour en Ligue 1. Le LOSC en leader pour la dernière ligne droite avant Noël. Dernière ligne droite, 3 matchs en 10 jours, en 7 jours même. 2 cette semaine, donc avant la prochaine émission du Bistrot. Mercredi, on se déplace à Dijon. Dimanche, on reçoit le PSG. Comment vous voyez cette succession de matchs? Est-ce que Dijon, c'est un match piège? On va commencer par ça. Qui veut commencer? Georges? Ouais, par excellence, quand tu joues le dernier de championnat, ça peut toujours ressembler à un match piège. Je pense qu'il y a eu la leçon de Brest, il y a eu, je suis pas sûr qu'ils replongent. Et puis Dijon, non, ce serait terrible de ne pas les prendre les 3 points là-bas, mais je pense qu'il faudra jouer le match par contre. Ça. Voilà. À partir de là, je les ai vus jouer une fois contre Lens. J'ai vu qu'ils avaient un gardien de but assez exceptionnel. Je ne connais pas plus, hein, mais voilà, ça ressemble beaucoup aux équipes. Pas mal d'équipes qu'on a vues cette année en Ligue 1 avec des blocs très bas. Je veux dire, ça peut ressembler à Lorient, donc en espérant que ça donne le même match, quoi. Mais ouais, ça peut être un match piège, quoi. Je pense que contrairement à Lorient ou Brest, il y a quand même moins de qualité dans cette équipe. Alors déjà, ils sont 6 blessés actuellement. J'ai regardé un peu les départs à l'intersaison, c'est une saignée. Hein. Oui. Il y a Alfred Gomis, leur gardien, qui se retrouve à Rennes. Il y a Aguerre, il y a Tavares qui est parti en Arabie Saoudite. Ravididi. Ravididi, c'est 13 buts l'an dernier, les deux, tu vois, et ils sont plus là. Donc c'est un club où il reste quasiment plus rien. Comme beaucoup de clubs de Ligue 1, ils avaient besoin de vendre pour équilibrer les budgets, mais ils sortent de ça complètement exsangues. Donc ouais, ça reste un match de foot, mais en vrai, c'est le premier contre le dernier. On doit gagner, quoi. En tout cas, si on ne gagne pas, on n'a pas grand-chose à faire dans ces 2-3 premières places qu'on revendique si on perd un match comme ça, quoi.
Alors, je vais me faire l'avocat du diable. Dijon est effectivement dernier. Ils ont pris quelques points sur ces derniers matchs. Il y a un petit peu mieux. Mais enfin, ils viennent de faire un nul à Nantes qui est en grande difficulté avec l'arrivée de Patrick Collot qui remplace Gourcuff. Ils ont fait un nul contre la SSE. Là aussi, en grande difficulté. Ils ont une victoire à Nice qui va pas très bien non plus. Ils ont perdu contre Lens avec le fameux but qu'on évoquait tout à l'heure, qui a été mis tout seul par le gardien quasiment. Et dernièrement, un nul à Metz. Donc, c'est vrai que c'est pas des résultats qui sont exceptionnels. Patrice, tu le vois comment ce match? Oh, j'espère que ça se passera bien. Moi, comme vous, là, c'est pareil, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je trouve que tout a été dit. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, les 3 prochains matchs s'annoncent vraiment palpitants et passionnants parce que selon si ça se passe super bien ou pas bien, je pense que ça peut donner une tendance pour la suite. On verra, mais moi, en tout cas, voilà. Mais je fais pas de prono. Bah, j'espère qu'on gagnera contre Dijon, bien sûr. Mais tout match est perdable, hein. Le foot, c'est ça, hein. Est gagnable. Alors, avant de passer la parole à Baptiste, je reviens sur une phrase qu'on a évoquée la semaine dernière. Est-ce que le principal adversaire de Lille contre Dijon, c'est pas déjà le PSG ou c'est pas déjà plutôt Lille qui aurait la tête au PSG? Baptiste, tu en penses quoi? Je pense vraiment que Lille, en tant que leader de Ligue 1, il faut le rappeler, mais en tant que leader, doit prendre les match après match. Je pense vraiment que le match contre Dijon sera un gros match aussi. Il ne faut pas penser à Paris. Je pense vraiment que le match de Dijon, il faut le gagner, il faut y aller avec la manière et il faut pas penser à Paris parce que Dijon, c'est toujours compliqué à jouer, hein. L'année dernière, si je dis pas de bêtises, on fait match nul ou on perd. Oui. C'est Ça ça, s'est non? mal passé l'année dernière. Ouais. On perd notre place en Ligue des Champions là-bas. Donc je C'est pense ça. que les joueurs ont une revanche à prendre cette année. C'est ça. Mais ouais, à propos de Galtier, conférence de presse quand même que j'ai suivie, justement, il a mis l'accent là-dessus en insistant même lourdement, disant que le match important de la semaine, c'était celui de Dijon et pas celui de Paris. Et je pense que c'est un message envoyé aux joueurs pour dire attention. Et il a bien dit, le match de Paris sera le match des joueurs. Sous-entendu, je pense que à ce moment-là, il n'y aura pas besoin de les coacher parce qu'on sait qu'ils seront surmotivés. Mais je pense que cette piqûre de rappel permet, parce que c'est vrai, je pense qu'en bon comptable, Galtier, c'est que ce soit une victoire contre Dijon, contre Paris, ça fait toujours 3 points. Donc ces 3 points-là, il ne faut pas les louper. Et je pense que là-dessus, Galtier a su justement pointer le curseur sur match à ne pas louper, quoi. Arnaud, tu es du même avis? C'est un match piège par excellence, hein. Dijon va peut-être vouloir se taper le premier, on va dire. Mais comme dit tout le monde, il faut arriver premier devant le PSG. Avant le match du PSG, il faut être premier. Donc le gagner absolument pour montrer, entre parenthèses, qui est le patron et montrer nos ambitions et pas écouter les ragots des journalistes actuellement entre l'histoire de Lopez et puis Elliott. Pour l'instant, le jeu doit être sur le terrain et pas en coulisses. Donc j'espère que les joueurs vont se mettre dans une bulle. Galtier va les mettre dans une bulle en disant voilà, c'est Dijon, c'est Paris, et voilà, c'est tout. N'écoutez pas la radio, fermez la télé, et puis voilà. Donc pour moi, c'est ça. C'est important, Dijon et Paris ensuite. Alors justement, deuxième match de la semaine, on enchaîne par la réception du PSG au Stade Pierre-Mauroy. Alors un PSG qui est confortable en ce moment. Défaite contre Lyon, une belle victoire à Montpellier, un nul à domicile contre Bordeaux, une défaite à Monaco. On a un Neymar blessé qui apparemment était parti au carnaval, même si on parle de lui qui pourrait être là dimanche parce que sa blessure serait moins grave que prévu. Ah bon? On a une attaque en règle générale Mbappé, Di Maria qui sont aux abonnés absents. On a Moïse Kean qui ne marche pas sur l'eau. Comment vous voyez ce match, cette rencontre contre le PSG? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que c'est un tournant du championnat? Je t'ai vu réagir, Julien. Tu veux commencer? Ouais, je suis un peu inquiet sur ce match. Enfin, je suis un peu inquiet. C'est pas inquiétant si on perd contre Paris. Et puis, on a quand même vu
il y a un an et demi un magnifique 5-1 à la maison, donc on sait qu'on peut les battre et les étrier. Ce qui m'inquiète simplement, c'est que la colonne vertébrale pourrait être là. Quant à Marquis, quant à Verratti, quant à Neymar, dans cette équipe, c'est quand même pas tout à fait la même équipe. Et a priori, ils seront là. Et on sait que quand ils sont là, ça fait mal. Après, quand je vois les conneries de Kimpembe, ça me rassure aussi. Je me dis que Bourak va lui casser les pieds et Jonathan David. Voilà, il y a du pour et du contre, mais voilà, on sait que c'est ces joueurs tellement essentiels à Paris. Quand ils sont là, c'est pas tout à fait la même équipe. Et s'ils sont là, bah, ça va être dur. Georges, ce match contre Paris, tu le vois comment? Loin, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incertitudes, notamment côté parisien. Est-ce que Neymar sera là? De toute façon, du mal à imaginer qu'il soit là. On a parlé de 3 semaines et je ne vois pas arriver à un niveau. En ce moment, on a Mbappé qui a la tête dans le sac, Di Maria qui fait la gueule. Bref, c'est grand soleil sur la capitale. Après, faire gaffe quand même, ça reste une grosse équipe qui est capable de fulgurance, quoi. C'est-à-dire qu'au milieu de tout ce vide, il y a quand même eu la victoire à Manchester. Mais j'ai un peu cette impression, moi, depuis le début de la saison, je les vois jouer. J'ai l'impression de voir une équipe sans projet réel qui s'en remet à 2-3 stars. Et voilà, on dit que Tourelle risque sa place. Savoir que Tourelle, en tant que technicien, moi je suis allé à Dortmund, vous demandez aux supporters de Dortmund le souvenir qu'ils ont de Tourelle. On a interrogé 100 supporters de Dortmund, il y en a 60 qui ont dit non, Tourelle n'a rien fait dans l'histoire du club, et les 40 autres ont dit Tourelle, qui sait. Voilà, c'est un mec qui a jamais marqué l'histoire de ces clubs, et je pense qu'on le voit régulièrement. Moi, à chaque conférence de presse. Allemand, ça se prononce pas Tourelle, genre. Pas. Ils t'ont pas compris en fait. Non, mais Tourelle, ils connaissent pas. C'est-à-dire qu'après Klopp, il y a eu Favre, et entre deux, ils savent pas. Il y a eu une espèce de trou noir. Je dis même qu'à Paris, Tourelle, c'est le dernier à quitter le terrain d'entraînement parce qu'il faut quelqu'un pour ramasser les survêtements que les joueurs ont laissés à terre. Mais voilà, c'est pas une fleur. Et je pense que s'il n'a pas son trio offensif, il y a un vrai coup à faire, quoi. Après, Verratti, pareil, c'est quand même très sur courant alternatif, Verratti. Il peut être très impressionnant, et puis sur le match d'après, passer à côté, péter les plombs. C'est une équipe nerveuse, c'est une équipe... Alors, on peut, si maintenant Mbappé, d'ici la semaine qui vient, rassembler ses esprits, que Di Maria se montre un peu plus coopératif, que Tourelle trouve une solution tactique pour faire avancer son équipe, là, on peut avoir peur, quoi. Mais, je veux dire, s'il y a un moment où il faut jouer Paris, je pense que c'est maintenant, quand même. Baptiste, tu rejoins cet avis? Ouais. Ouais, franchement, ouais. Après, je pense, comme bon nombre d'entre nous ont regardé le match Paris-Lyon dimanche à 21h, je pense vraiment, pour avoir regardé vraiment leur système tactique, ce 5-3-2, mais il est horrible. Mais Di Maria au milieu, c'est du n'importe quoi. Devant, Neymar, mais après, je vois pas du tout en quoi le projet du PSG va en 5-3-2. 5 défenseurs derrière avec un Danilo, enfin, c'est du n'importe quoi. Personnellement, je trouvais vraiment. Le problème, c'est leur défense à 5. Leur défense à 5 va vraiment être chiante pour une équipe comme Lille qui joue les contres. Donc, vraiment, j'espère en tout cas qu'on va gagner parce que c'est vraiment le moment, comme l'a dit Georges, c'est vraiment le moment de le jouer. Après, concernant le retour de Neymar, alors oui, il pourrait revenir. Maintenant, de là à le faire jouer, il revient quand même d'une blessure. Je pense qu'après, s'il se reblesse. Faudra voir. Et dernier argument aussi, je pense qu'il y aura beaucoup de Parisiens qui tiendront pour le LOSC, parce que si jamais Tourelle venait à perdre, sa place pourrait sauter. Donc on sera en majorité niveau supporter aussi. Arnaud, tu veux rajouter quelque chose? Les internautes ont un avis sur cette confrontation avec le PSG? Pour l'instant, mais après pour moi, pour ma part, c'est vrai que Verratti, comme l'a dit, c'est une pile électrique. Alors, il peut très bien faire un beau match, comme il peut se louper. Ce qu'on peut faire, nous, c'est le faire une grosse faute pour avoir un carton jaune directement. Dès le début, ce serait parfait, ce serait pas mal. Et après, pour Neymar, s'il joue, on peut lui faire un petit coup. Botman peut lui faire un petit coup de rein, et puis voilà, il aura la cheville et le rein après, donc il pourra se retrouver à l'hosto après. Voilà. Donc,
Non, je pense que c'est bon. Et après, il y aura Ilmaz qui va être aussi pas loin. Donc, non, non. Je pense que si on joue sérieusement, on peut refaire le même score qu'il y a 2 ans. Et une question, Marquinhos sera là? Marquinhos peut. Marquinhos, ouais. Marquinhos, Il est normalement, il devrait. annoncé, aujourd'hui, il a annoncé, Ouais. revenant. Ouais. D'accord. Bon. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un a rajouté quelque chose sur ce match. Moi, je voulais juste dire que si Neymar devait évoluer sur le terrain, je propose à François, qui était avec nous la semaine dernière, qui s'occupe de l'animation autour du stade, de faire venir des danseuses brésiliennes. Comme ça va le perturber, il n'arrivera pas à jouer au ballon. Excellent. Donc, pour terminer, passer le message. On fera passer le message. François, si tu nous écoutes, à bientôt, tu es le bienvenu au bistrot. Pour terminer cette émission, je vous propose vite fait un tour avec les doubles pronostics Dijon-Paris en quelques mots. Alors, Georges, vas-y. Dijon-Paris, tu peux nous donner tes pronostics? Allez, 3-1, on gagne 3-1 à Dijon. Et Paris, un petit 2-1. C'est vrai qu'en ce moment, on est un peu plus perméable. Double victoire, quoi. 3-1 et 2-1. Baptiste. Alors moi je vais dire victoire contre Dijon 1-0 et victoire contre le PSG 4-2. Oh là là, c'est ambitieux. Patrice. Gourmand. Ouais, non, moi je dirais à Dijon, je les vois pas marquer, je sais pas pourquoi à Dijon. Alors donc 0-2 pour nous, ce serait joli. Et contre Paris, un petit 1-0 pour nous. Allez. Allez, 1-0. 1-0 pour nous. Peter Botman. Arnaud, tu as des pronostics sur ce match? Moi, 3-0 pour Lille contre Dijon. Et contre Paris, 1-0 but de Bradaric. Dusboub, pardon, excusez-moi. On sait jamais, hein. On sait jamais. Ça fait partie du corps. Le but serait validé même par Monsieur Bastien. Absolument. Donc moi je vous annonce un double 0-0. D'accord. Ah ouais. Un double 0-0 avec effectivement un doublé de Bradaric à chaque fois. J'ai pas donné mon prono. Ah oui, Julien. Pardon? J'ai pas donné mon prono. C'est la fin d'émission, j'oublie toujours quelqu'un. Donc Julien, c'est toi cette semaine. Ben, moi je vais dire 3-0 à Dijon et vous l'entendrez pas souvent. Je pense qu'on fera match nul contre Paris 2-2. 2-2. Ouais, et moi, j'espère juste que Jérémy aura parié 2 fois sur une défaite du LOSC aussi. C'est Paris, c'est toujours faux. Le message est passé. On lui passera un petit message effectivement pour lui demander ses pronostics pour nous rassurer. En tout cas, cette série de pronostics vient mettre un terme à cette émission, à ce rendez-vous où on a un peu débordé, mais l'actualité était très très riche et surtout on a modifié le sommaire pour essayer d'être le plus proche possible de cette actualité. Donc je voulais remercier tous les intervenants, donc remercier les habitués du bistrot, donc Georges, Patrice, Baptiste et Julien. Je voulais remercier donc bien sûr Arnaud pour sa réalisation et son travail régulier pour le bistrot d'Alé-le-LOSC. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont suivi l'émission, que ce soit sur Twitch ou sur Facebook, toutes les personnes qui l'ont relayé et qui ont liké, qui font des commentaires. Je voulais remercier aussi les internautes du forum Alé-le-LOSC. Alors on a été un petit peu dur avec eux aujourd'hui, mais quelques-uns, on les remercie quand même pour leurs réactions qui enrichissent toujours cette émission. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour une prochaine émission où il y aura aussi des surprises. Julien, tu veux dire quelque chose avant de terminer? Un dernier mot. Je voudrais rendre hommage à un homme du Nord parce qu'on est d'abord Lillois, mais on est aussi des ch'tis. Et je trouve que Gérard Rouillet, comme Daniel Leclerc, ils ont été lensois, mais ils incarnaient très bien ces valeurs du Nord, d'abnégation, de travail, des valeurs que nous, on aime aussi à Lille, bien sûr. Et je crois que c'est pour ça qu'il a tellement aimé, qu'il a fait gagner Liverpool. C'est pour ça aussi que Liverpool l'aime tant. C'est aussi pour ça que nous, on aime Liverpool, parce qu'on s'est, pour la plupart, retrouvé à Liverpool il y a quelques années. On a pris un pied de fou en ayant conscience d'être dans l'antre du football populaire, ce qu'il en reste un peu en tout cas. Donc voilà, je voulais avoir une pensée pour lui. J'ai aussi une pensée pour Jaroui, je ne le connaissais pas, mais je connais Alain Kézac,
et c'était son grand copain. Ils passaient tous les étés ensemble à faire du vélo près de Figeac. Et Alain, il doit être très triste. Et j'aurais bien aimé l'inviter la semaine prochaine pour débriefer avec nous le Lille PSG. Je pense que ce sera pas possible parce que il y aura l'enterrement. Et j'ai une grosse pensée pour Alain parce que ça doit pas être facile depuis hier. Voilà. Merci pour cette précision. Et premier fait d'armes, moi souvenir, j'étais tout gosse, c'est quand même le mec qui a amené au barrage d'accession à la Ligue 1 l'équipe de Neulémine, quoi. Sa carrière, ses faits d'armes, ça va de Neulémine à Liverpool. C'est une ascension hallucinante, celle d'Houillet, quoi. C'est vrai que c'est un destin extraordinaire et un entraîneur d'exception. Un très bon technicien. Ouais. Écoutez, merci de ces précisions, merci de ce double hommage. Ça me permet de dédier le double Allez le LOSC de fin d'émission à Gérard Houllier. Donc Gérard, allez le LOSC et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut. Bye. Bonjour à tous.